comment tu vas aujourd'hui? Alors, moi, je vais bien. Je vais bien. Tu me rappelles ton nom? Djenaba. Djenaba, donc je suis Head of Customer Experience à Socium. D'accord. Et du coup, c'est très difficile de parler de soi. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours du mal à parler de moi. C'est pas de la modestie, hein. Je sais pas d'être modeste. Non, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais je vais juste te dire ceci. Tu sais, moi aussi, j'avais ça, mais je me suis rendu compte qu'en parlant de soi, on arrivait à motiver d'autres personnes. Ouais. Donc, c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à m'affirmer un peu plus quand je parle de moi. Okay. Et il y a surtout un truc que j'avais lu qui m'avait plu. Parce que des fois, c'est quand on parle de soi, des fois, il y a d'autres qui vont te dire non, t'en dis trop, oui. tu te vantes, oui, etc. Oui, oui. Donc, du coup, il y a une phrase que j'avais lue sur le net qui disait « Quand je me présente, quand je dis qui je suis pas orgueilleux. Ouais. Je me présente. » Oui. Donc voilà, c'est ce que je fais, c'est qui je suis. Oh, c'est pas plus mal. Je vais peut-être te laisser, tu vois, te présenter et puis comme ça, je vais peut-être tricher, on ne sait pas. Ok. Mais vas-y, dis-moi, parle-moi de toi. Bon, de manière actualisée là présentement, ou bien tu veux que j'aille depuis la source? Allons-y, ouais. Enfin, je pense que le but c'est ça. Depuis la source? Oui, depuis la source, c'est toujours important de. Bon, moi je suis Melba Orly. Je suis gabonaise. D'accord. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2014. J'avais quoi, peut-être 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Ah ouais. Un truc assez intéressant, c'est qu'en 2014, j'avais déjà un fils. Ah. Et j'étais en première année d'université. D'accord. Je lance ma première entreprise de marketing digital parce que voilà, ça m'a passionnée. Oui. Je me suis dit, il faut que je lance. Et j'ai vécu ça pendant 2 ans, c'était super. C'était vraiment superbe. J'ai même animé, voilà, en tout cas, c'était super. Une très belle expérience. D'accord. En 2016, j'arrive au Sénégal. Quand j'arrive au Sénégal, c'est pour mes études. D'accord. Donc j'ai fait un parcours de 3 ans en licence mais comptabilité. Ça c'est parce que j'étais influencée par mon papa. Bon, il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais dit Melba, je veux que tu fasses comptable. Lui il a toujours été expert comptable et tout. Mais je le regardais, je disais je veux être comme mon père. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et une fois que j'ai eu ma licence, j'ai dit non, moi je veux pas faire ça, moi c'est le digital et autres. Et donc du coup, je me suis spécialisée en Master 2 en design et en marketing digital. D'accord. Et voilà, par la suite, j'ai lancé la Cocotte Medi aussi. Donc la cocottemedi.com, c'était un projet d'études qui a un peu trop pris d'ampleur. Et qui fait dans quoi? Ça faisait dans quoi? En fait, c'est juste parce que je suis fan de poulet fumé. Poulet fumé, oui. Ok. Donc la Cocotte Medi, en fait, c'est du poulet fumé. Ok. Et c'est des légumes d'Afrique centrale, etc. Ouais. Et un truc assez fou, c'est que j'ai soutenu avec ça mon master de design. D'accord. Oui. En fait, j'ai utilisé les méthodologies marketing et design pour pouvoir créer carrément une stratégie adaptée. Incroyable. Mais en fait, j'ai un peu regretté parce que le boom, en fait, tu te dis, mais tout ce monde, ils appellent et tout, je fais quoi? C'était pas ça l'objectif, je voulais juste tester un truc. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais bien sûr. Et là, par la suite, voilà, c'est parti comme ça. Et ensuite, j'ai travaillé avec ISM. Donc, au sein d'ISM, je suis enseignante-chercheur. D'accord. Au Digital Campus. Et je donne maintenant cours aussi au sein de Anta Diop. D'accord. Au Curie. Ouais. Et c'est lent quand même. Et ensuite, c'est lent quand même, j'écris jamais tout ça sur mon CV. Bref, quoi qu'il en soit. Je suis aussi co-conceptrice de AWA, la première intelligence artificielle à parler le Wolof. Voilà, c'est autant d'activités passionnantes. Je ne fais que des choses qui me passionnent et qui n'ont rien à y voir parce que j'aime bien la nouveauté, j'aime le challenge. C'est ça. Donc voilà. Maintenant, très polyvalent. Il faut me parler de toi. Hein. J'ai tout dit. T'as vu que j'ai tout dit? Oui. Alors, on fait à la source. Moi, je suis sénégalaise. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Je suis sortie du Sénégal vers 17 ans, juste après le bac, on va dire. C'est assez drôle, mais si je dois un peu repartir à la source, c'est au collège, j'ai toujours été très smart, on va dire. Très smart, le genre, tu sais, le genre d'élève qui fait pas d'efforts, mais qui arrive à s'en sortir. C'était ça. Et puis parce que quand j'étais jeune, je me disais, je voyais pas l'intérêt. Je savais que mes parents voulaient que j'étudie. J'étudiais, j'étais bonne élève et j'étais pas la plus brillante. D'accord? C'était des efforts, il faut passer en classe supérieure, on va dire. Jusque-là, ça allait très bien. J'ai eu un déclic
quand je suis passée au lycée et je voulais m'éloigner de mes parents. Enfin, qu'on ne me juge pas, je vais m'expliquer. Non, vas-y. M'éloigner dans le sens où je voulais sortir du cocon. D'accord. Et me dire qu'il faut que je brille de moi-même, en fait, quelque part. Et je me suis dit, comment je fais ça? C'est qu'il faut que je sois très bonne élève, il faut que je décroche une bourse, il faut que je fasse partie, en fait, la stratégie en place. C'est ça, exactement. Très tôt, je me suis dit, il fallait que je mette quelque chose en place pour avoir ce que je voulais. Donc, c'est comme ça qu'à partir de la seconde, j'ai commencé à être une élève très brillante parce que je le voulais. Et pour moi. Donc, c'est très important. C'est arrivé très tôt, peut-être, on va dire, mais à cet âge-là, comment on réfléchit comme ça? Mais moi, très tôt, je me suis dit, bon, au collège, voilà, on y va parce qu'on doit y aller. Au lycée, je me dis, je veux ça. Donc, j'ai commencé à être très brillante, à faire partie des meilleures de ma classe. C'est comme ça que j'ai eu mon bac avec la mention. La bourse est arrivée. Je suis sortie du Sénégal. Et c'était très bien. Très, très bien dans le sens où, côté parcours académique, je suis allée à l'université. Et bizarrement, je suis arrivée à l'université, je me disais qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je voulais qu'on parle de moi, qu'on se souvienne de moi, qu'on se dise que ah ouais, elle faisait partie des meilleures. Et je suis partie, je me suis dit, est-ce qu'encore une fois, je le faisais pour moi? Pas parce que je voulais quelque chose, mais oui, je voulais de l'argent très tôt. Je me disais qu'il fallait que je travaille très vite, il fallait que je sois dans les meilleurs postes, tout ça. Et à l'époque, je me disais naïvement qu'il fallait vraiment être très brillante. Donc, j'ai commencé à être major de ma promotion, enchaîner les choses. Vraiment, je brillais, quoi. Je veux dire que c'était ça. J'ai commencé... dans tout le parcours universitaire, je sortais, comme j'ai dit, major de ma promo, enfin, je m'en sortais très très bien. Et toujours, il n'y avait pas ce gros effort. Et je me rappelle, il y avait une coloc malgache que j'avais qui me disait « le monde est injuste, quoi, parce que moi, je me tue dans les études, toi, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. » Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, j'ai vécu une grande partie de ma vie, la partie consciente, on va dire, où il faut faire des choix, etc., en dehors du Sénégal, loin de mes parents, j'ai le Maroc et la France. Et donc, je suis partie jusqu'au niveau du master. J'ai eu mon master 2, brillamment, etc. Et j'ai fait de grandes écoles, plus ou moins. Et à la fin, je me suis dit... je veux retourner au Sénégal. Est-ce que je le veux vraiment? Oui. Comment je vais le faire? Est-ce que j'ai le courage? Parce qu'aussi, il faut savoir, il y a tout le monde, quand tu fais le contraire, que tu quittes un pays là où tout le monde veut être et que toi, tu reviens. Ben, j'ai tout entendu, mais qu'est-ce que tu vas faire ici? Mais il faut savoir que je me suis insérée aussi professionnellement quand j'ai fini mes études. Donc, ma première expérience, moi, il faut savoir que j'ai vraiment commencé dans l'hôtellerie. C'est vraiment l'hôtellerie internationale de luxe parce que j'avais fait un management international et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, l'hôtellerie, ça peut être un truc sympa. J'ai commencé, j'ai fait ma toute première expérience professionnelle dans un hôtel dans le sud de la France. Enfin, c'était cool, quoi, c'était zen et tout. Après, il y avait ce côté échange que j'aimais bien, etc. J'ai fait... j'ai débuté dans l'hôtellerie. Et ce qui est drôle, avant même de parler de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est très drôle et qui mérite que je te partage ça. Vas-y. Parce que tu sais, quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu un bac littéraire. Ça, je pense qu'il faut que je revienne parce que c'est un truc qui m'a marqué et qui est très drôle et que j'aime partager. Je suis arrivée avec un bac littéraire, je suis arrivée dans un amphithéâtre où tout le monde, mais quand je te dis tout le monde, avait un bac S ou un bac G. Parce que c'était une filière gestion et je me suis dit, mais je suis foutue. Littéralement, quand on parlait, chacun essayait de se présenter, j'ai eu mon bac S, j'ai eu mon bac G. C'est un profil très comptabilité, très gestion. Je me suis dit, je suis dans la merde. Là, littéralement, je suis foutue. Et du coup, c'est pour te dire à quel point c'est important d'avoir la motivation de s'en sortir. Quand je suis arrivée, quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, ouais, t'as aucune chance. Pour être bon dans ce genre de filière, il faut avoir un bac G. Moi, j'avais mon bac littéraire et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai du retard par rapport à ceux qui ont fait ça, tout leur cursus. Mais tu sais quoi? Je me suis dit, ok, ça va être ma motivation.
je vais faire 2 fois plus que pour m'en sortir. Et finalement, je suis sortie, et je te l'ai dit, major de cette promotion avec mon bac littéraire. J'ai envie d'applaudir. Tu vois, c'était vraiment quelque chose qui très tôt, je me suis dit, écoute, on le fait. Et après, on retourne, donc je refais la transition sur le parcours professionnel. J'ai commencé dans l'hôtellerie, donc j'ai travaillé en France. Après, je me suis dit, ça demande beaucoup d'investissement, il faut être là jusqu'à certaines heures. Je me suis dit, j'aime bien ce côté contact, allez, on va peut-être faire une petite transition dans ce qui est toujours relation client. Mais d'un autre côté, j'ai intégré SFR à l'époque. J'étais gestionnaire relations clients. Ben, c'était bien, mais c'était pas suffisant parce que je me disais être là derrière le téléphone à parler toute la journée, etc. C'était pas bien. Après, naturellement, parce que je le faisais bien, j'ai été promue, etc. J'ai jamais osé l'entrepreneuriat comme toi et je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Et du coup, je pense qu'on a déjà quelques arguments. Ouais, non, mais je t'expliquerai pourquoi j'ai jamais osé l'entrepreneuriat. Moi, très tôt, j'ai toujours dit je ne veux pas être entrepreneur. Ok. C'est bête, hein, mais je me suis toujours dit, et je sais pourquoi, et je vais te dire, peut-être que tu me comprendras. D'accord. Donc, vraiment intégrer SFR. Après SFR, je me suis dit, je vais essayer de rentrer. J'essaie parce que c'est ça, j'ai essayé une fois, je suis venue, je me suis dit, oula, ok, je suis repartie, j'ai continué et toujours il y avait cette sécurité de me dire, je peux retrouver mon emploi quand je rentre. Je prenais quelques semaines, quelques mois, je revenais, je voyais, je tâtais le terrain, etc. Et du coup, c'est en faisant ces va-et-vient que je me suis dit, mais c'est ridicule, il faut que tu oses. Là où tout le monde te dit, mais tu n'y arriveras pas, il n'y a rien dans le pays, tu as un travail, tu as un CDI, tu es en France, tu dois y rester, etc. J'ai fait le grand retour en 2012, si je ne me trompe pas, je suis venue directement. J'ai intégré, fonction publique, j'ai envie de dire. J'ai commencé à travailler pour le ministère du Tourisme, naturellement. C'était pas pour moi. Ok. Oh là là, c'était pas du tout pour moi. C'était lent, il n'y avait pas de challenge, il n'y avait rien. Et je sais pas si c'est par chance, il y avait à l'époque une multinationale qui venait de s'implanter en Afrique et qui voulait ce challenge. Je me suis dit, ah, ça peut être pour moi. Okay. Il n'y avait rien. Tout était à construire. Je me suis dit, j'y vais. Je ferme les yeux. Je n'ai même pas discuté de salaire. Je me rappelle, on est venu, l'entretien, on m'a dit, allez, on y va. On se lance parce qu'il y avait ce truc qui me disait que il y avait tout à faire. Il me disait, oui, c'est l'Amazon, c'est le futur Amazon africain. Tu vois, je me suis dit, ah, mais ça va être cool. Si je fais partie de cette histoire, je pourrais la raconter. Et puis comme ça, j'ai fait 7 ans dans cette boîte. J'ai occupé les plus grandes responsabilités, etc. Après, j'ai voulu changer parce que comme toi, je m'ennuie très vite. Oh. Très très vite. Genre, moi, il ne faut pas que ce soit linéaire. Donc, j'ai fait 5-6 ans, 6 ans et demi. Au bout de là, j'avais tout fait. Je me suis dit... non, il est temps pour moi que je parte. Et si je pars, est-ce que je fais la même chose? Non, je veux faire quelque chose de nouveau. Je suis restée dans ma fonction, dans la relation client, mais j'ai complètement changé de relais. Je suis partie dans tout ce qui est fintech, qui était quelque chose qui s'implantait, que je ne connaissais pas. Je me suis dit, allez, on y go. Je suis partie dans la fintech, pareil, un truc qui n'existait pas. Parce que moi, il faut savoir, je ne sais pas, j'aime souffrir peut-être, tu me diras. J'aime bien faire des choses qui n'existent pas, essayer de développer. Je me suis dit, go, ça n'existe pas, il fallait que ça s'implante, il fallait qu'on développe. À l'époque, on devait concurrencer Western Union, qui était vraiment installé, il fallait le faire. Je me suis dit, ouais, on y va. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire 5 ans dans cette boîte-là. En gros, tu vois, c'est là où on a peut-être des parcours assez différents. Toi, très tôt, et ça, je suis très curieuse de savoir pourquoi très tôt l'entrepreneuriat. Et peut-être je vais t'expliquer pourquoi je te dis, moi, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Et moi, ça m'intéresse de savoir, à cet âge-là, toi, pendant que nous, on était en mode, oui, parcours classique, des études brillantes, aller s'intégrer dans le marché du travail. Pour toi, c'était quoi, en fait, cette motivation de se dire, c'est pas pour toi? En fait, ça, c'est une question assez particulière parce que je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question. Ah, je suis contente. Mais d'habitude, je suis habituée aux réactions genre, Melba, on comprend pas ce que tu fais. Melba, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que c'est vrai que j'ai appris à me connaître. J'ai pris le temps d'apprendre à me connaître. C'est-à-dire, j'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai vraiment essayé. C'est-à-dire, tout comme toi, j'étais vraiment une personne, allez, on suit ses cours, on fait ça. Ouais. Et déjà, il faut savoir que je viens d'une famille assez stricte. D'accord? Ils sourient beaucoup, mais ils sont très stricts. Ouais. Donc, du coup, chez moi, tout était chronométré.
on sait Melba, elle doit rentrer à telle heure, ok, elle sort à telle heure, ok, elle rentre à telle heure, elle dort de telle heure à telle heure, et de telle heure, tout était chronométré. Ok. Tu vois? Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est que c'est surtout quand j'ai eu mon enfant. Ouais. Tu sais, tu viens d'avoir ton bac et t'es enceinte, t'es jeune fille mère. Ouais. C'est vrai que tes parents ont de quoi te soutenir, etc. Mais j'avais ce truc où je disais, je veux pas qu'ils m'aident comme ça. Ouais, je vois. Je veux me débrouiller moi-même. Et comment faire pour se débrouiller soi-même? J'ai commencé à faire mon CV. Ça, c'est drôle parce que le premier CV que j'ai eu à faire, c'était à l'âge de 13 ans. Non. Authentique. Ah ouais. C'est mon père qui m'a dit, Melba, j'étais en vacances. Et c'est drôle, qu'est-ce que tu as mis dans le CV à 13 ans? Je te promets, je veux même pas te dire. Parce que même quand sa secrétaire a imprimé le CV, elle me regardait comme ça. Du genre, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Niveau collège, je parle français, anglais. Je te promets. J'imagine. Je te promets, j'étais en 4e ou en 3e, je sais plus. Ouais. J'ai dit, allez, je suis en 3e, bon voilà et tout. Et mon père, il était sérieux. Et il m'a dit, ok, prends tel numéro, va déposer à telle entreprise. Carrément. Authentique. Je suis partie avec l'enveloppe et j'ai déposé mon premier CV. Mais il faut savoir que ça a eu un impact sur moi, mais de fou. Ah. De fou. Parce qu'en fait, là, j'avais plus cette limite ou bien ce complexe de me dire, il faut attendre tel âge pour commencer à travailler. Oui. Donc du coup, oui. J'ai eu beaucoup de... À chaque fois qu'on me disait, Melba, écoute, il y a une amie par exemple qui, elle, m'a fait connaître un peu l'entrepreneuriat au travers de sa mère. On était là au lycée, au collège et tout. J'avais quoi, 15-16 ans. Et elle me dit, ouais, il y a ma mère qui ouvre un cybercafé. Ah, à l'époque. Oui. La bonne époque. Et quand elle me dit, ma mère ouvre un cybercafé, elle me dit, oui, c'est carrément pas loin de chez toi. J'ai dit, ok, je viens voir. Donc moi, j'y allais juste pour m'amuser. Mais là, j'ai vu comment la dame, elle se démerdait à déballer les choses, à installer, à trouver un process pour accueillir les clients, faire ceci. Ouais. Et moi, j'étais là. Et je venais tous les jours. Donc du coup, j'ai été employée naturellement. Sans être employée. Voilà. Okay. Donc je venais tout le temps, etc. Pour moi, le plus important était juste de participer à un truc. Et ça créait quelque chose en moi. Parce que je voyais cette dame-là, des fois, elle était stressée. Quand elle rentre le soir, elle dit, bon, les filles, vous avez reçu combien de personnes? On a eu combien? Ah oui, ceci, je voyais ça et tout. Mais bizarrement, ça m'inspirait. Et à la fin, je me rappelle, elle m'avait donné, c'était quoi, la fin du mois, je m'attendais à rien. Elle me dit, Melba, viens. Je dis oui. Elle me donne 40 000. Et tu aidais carrément un peu ou oui, j'étais là tous les jours. En fait, mais j'étais là de 8h à 17h en fait. Ah ouais, non, tranquille. Et j'attendais rien, j'étais tranquille. Et voilà, donc je touchais aussi aux ordi comme ça. Quelqu'un me dit, ah ça bug. J'ai dit, bon, on fait quoi? Ok, bon, tu vois, j'étais là. Mais pour moi, c'était un mood que je connaissais pas. C'était un mouvement, j'étais là et je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et la dame disait, non, en fait, là, Melba, tu vois, je me lance dans l'entreprise et en entrepreneuriat, mais je travaille aussi ailleurs. Donc elle avait un très bon poste aussi dans une grande entreprise. Mais ça, elle faisait ça et elle avait mis sa fille qui était mon amie. Et voilà, on faisait ça. Donc c'était... Et là, c'était à quel âge? C'était quoi? C'était à 15 ans. Ah ouais. Oui. Pendant que moi, j'étais en train d'apprendre des pas de danse sur les Destiny's Child. Toi, tu étais déjà entrepreneur. Ah ouais, ça. Donc j'ai vécu ça et ça m'a boosté. Du coup, j'ai vu déjà comment on pouvait créer quelque chose. Et il faut savoir aussi qu'il y a un fait qui m'a beaucoup boosté aussi. C'est une dame, c'est ma grand-mère, elle est décédée. Ma paix à son âme. Elle, le truc, c'est que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère. Mais mon père, malgré le fait qu'on ne vivait pas ensemble, était très présent. Ok. Tu vois le genre. Ouais. Donc du coup, je vis avec ma mère et ma grand-mère. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai vu comment on vivait dans une maison en bois. Et j'ai vu cette maison en bois là se transformer. Donc tu vis dans cette maison et tu vois comment du jour au lendemain, on fait monter des briques, on met des tôles, on met un plafond. Et puis tu vois le sol, il n'y avait pas de carreaux. Et tu vois comment on met des carreaux, etc. Tu vis des périodes où il n'y avait pas de plafond et puis les gros chats rentraient pendant que vous dormiez, tout le monde dit ah. Et là tout d'un coup vous avez un plafond et tu arrives même au niveau où vous avez la climatisation, vous avez tout. Est-ce que tu vois, j'ai vu ça en fait. Et j'ai vu les efforts fournis. Et du coup, j'ai compris que pour atteindre un objectif, il faut fournir des efforts. C'est vrai. Donc du coup, quand je me suis levée et que j'ai dit, moi j'ai un enfant, je veux m'en occuper. J'ai dit, ok, mais ben on fait comment? Tout comme toi, stratégie. Je me suis levée. Mais je me rappelle en fait que ce jour-là même, parce que mon père, il me boudait quand même. Je me rappelle que je l'avais appelé. J'avais dit, oui, papa, bon, je veux aller à l'école, mais j'ai pas assez d'argent pour le transport. Il était fâché. Il m'a dit,
j'ai pas d'argent à te donner. Clac. Ah, là, je suis sûre que ton ego, tu t'es dit... J'ai dit, ok, c'est le bon moment. Ouais. Je lui ai fait un message. J'ai dit, papa, je vais ouvrir une entreprise. Il m'a dit, Melba, calme-toi. Il m'a dit, Melba, tu as déjà un enfant. Je ne veux pas entendre parler d'entreprise. Suis tes cours. Ouais. Il parle à qui? Ouais, je vois. Le genre rebelle très tôt. Ok, très tôt, on se retrouve. Je me suis levée, j'ai fait un CV. J'étais en première année d'université. J'ai fait un CV. J'ai mis ma tenue de l'école là. Parce que c'était vraiment de la veste. Ouais. J'ai dit, ok, c'est bon. J'ai commencé à marcher dans toutes les entreprises qu'il y avait au centre-ville. Et je déposais mon CV. Et après, j'ai croisé quelqu'un que je voyais tout le temps à l'université. Il m'a dit, tu fais quoi là? J'ai dit, non, ben, je cherche un petit job et tout, entre les heures de cours et tout. Il m'a dit, ah, bon, viens, je te présente un truc. Et il m'a présenté à qui? Au créateur de la première tablette électronique du Gabon. C'était lancé là. Ouais. Et là, quand je rentre dans ce monde-là aussi, le monsieur, il est là, il me dit, ok, bon, passe demain. Bon, moi, je m'apprête à sortir, il me dit, passe demain. On a fait un entretien. Je me dis, je vais venir demain. Tu peux rester. Ah non, mais... Je commence aujourd'hui. Je suis restée assise, je me suis assise. Déterminée. Et je regardais en fait. Tu vois l'équipe en train de travailler là et tout. Je regardais. Et on me disait, ah, t'es là? J'ai dit oui. J'ai déjà commencé. En fait, je commence demain, mais j'observe déjà. Mais bien sûr. Et là, et c'est vraiment parti comme ça. J'étais vraiment dans un monde de tech, de digital, de marketing, etc. J'ai vu ça et ce monsieur, il a vraiment impacté aussi ma vie parce que il m'a dit clairement, Melba, écoute, tu fais du bon boulot. Mais il y a une vérité, c'est que tu fais partie des personnes qui ne sont pas faites pour être salariées. Va ouvrir ton entreprise. Et quand il m'a dit ça, ça m'a touchée parce qu'en plus de ça, il m'a dit, si tu veux, je te permets d'utiliser mon imprimante, mon Wi-Fi, etc. C'est des anges que la vie t'envoie. Ouais. Pour te... Et c'est comme ça que j'ai lancé ma première entreprise. J'avais quoi, 18-19 ans. Ah ouais, non mais là, franchement, je suis trop impressionnée. Et pour le coup, même, il y a un truc. C'est-à-dire que c'est assez fascinant parce que je me suis retrouvée, grâce à cette entreprise-là, j'avais peut-être 7 personnes qui travaillaient pour moi. À 18 ans? Oui. J'avais 7 personnes qui travaillaient pour moi et on a été recrutés par la présidence. Non. Pour pouvoir gérer la communication présidentielle d'Ali Bongo. Non. En 2016. No way. Oui. C'est pas possible. Authentique. Ah ouais. Et là, je me suis retrouvée à 19 ans en train de gérer une team de personnes qui étaient plus âgées que moi. J'étais la plus petite. Ouais. Donc j'étais là. Mais c'est incroyable. Mais non, mais ça, c'est une masterclass, quoi. T'entends parler comme ça. Et je te disais en rigolant, mais c'est vrai, hein, c'est nous, on était encore en mode... il faut qu'on ait le bac, tu vois. Et puis c'est pour ça que c'est important que les gens se disent, il n'y a pas de parcours classique où tu réussis parce qu'il faut que tu passes par cette étape-là. Moi, c'est peut-être là où je suis admirative hein, quand je t'entends parler. Et c'est là où je te disais que peut-être, moi, je n'étais pas faite pour l'entrepreneuriat. Peut-être que ça va changer avec le temps. Ça commence à changer, je commence à réfléchir. Mais à cette époque-là, tu vois, quand je venais de commencer, je me disais, tu vois, moi, je suis quelqu'un je donne tout. Poumons, intestin, tout ce que tu veux, là, je mets tous les organes quand je fais quelque chose. Et je me suis dit, si je commence l'entrepreneuriat en étant comme je suis, en ne pouvant pas, tu vois, accepter des limites, te dire que je peux échouer. Il faut savoir que je suis une très mauvaise perdante. L'échec pour moi, c'est la fin de la vie. C'était vraiment, à l'époque, j'étais comme ça. C'est pour ça que je savais que je ne pouvais pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je comprenais que c'était une course de longue haleine. Il fallait accepter d'échouer. Et dans mon mindset à l'époque, échouer ne faisait pas partie de mon vocabulaire. C'est peut-être quelque chose qui ne faisait pas. Et donc, du coup, je me suis dit, tu vas te casser les ailes très tôt. Tu vas te décourager pour le restant. Apprends. Quand tu seras assez mature pour accepter d'échouer. Et là, c'est pour ça que je te dis que là, ça a beaucoup changé quand je vois les choses et que je me dis, l'échec fait partie du succès. Maintenant, je te le dis. Mais à 10 ans, pour moi, c'était, allez, succès, 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 succès. Et du coup, c'est là où j'ai envie de te dire, est-ce que toi, la toi de 10 ans, si tu devais lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais à ce toi de 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Là, tu es devant une glace. Et tu te dis, ok, toi, la Melba d'il y a 10 ans, voilà ce que j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu dirais? Tu sais,
honnêtement. Tu es fière de toi? Je suis très fière de moi. Ouais, ça se voit. C'est-à-dire que je vois tes yeux. En fait, je vois tes yeux des fois, ouais. même quand je veux même pas être fière de moi, ce sont les autres qui me disent hey, est-ce que tu te rappelles d'où tu viens? Mais bah, tu vois, je viens de quelque part. Et c'est vrai que des crasses, j'en ai vécu. Et des fois aussi, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'échecs. Ouais. Donc imagine, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Donc, je suis mère célibataire de 2 enfants et imagine un peu le nombre d'échecs. Quand tu vis un échec en entrepreneuriat, imagine, tu te dis, mais j'ai 2 enfants, je fais comment tu fais, Et tu dois garder l'équilibre. Et si tu n'apprends pas à te connaître et à savoir quelles sont tes limites et à travailler sur tes limites très tôt, tu ne peux pas avancer. C'est vrai. À la moi d'il y a 10 ans, je dirais, Melba, écoute, crois en toi, tu as de très bons projets. Ouais. Ne sois pas trop crispée parce que je pense que le fait que j'ai manqué de confiance en moi plusieurs fois dans mon cheminement a fait en sorte que je rate certaines opportunités. Par exemple, tout comme toi, j'avais postulé pour de grandes entreprises et tout. Ouais. Je me rappelle, il y a une entreprise internationale. Ils avaient tellement apprécié mon profil ici au Sénégal que le représentant était venu au Sénégal. Juste pour te... Ouais. J'ai eu le trac de ma vie, j'ai pleuré pendant l'entretien. Ah non! J'ai pleuré pendant l'entretien. Ah non, ça, j'aurais jamais cru. Sérieux. Par contre, je te regarde là, le niveau de self-confidence, tu me dis ça, je te dis, ah ouais, c'est... Là, j'ai travaillé sur ma confiance en soi et sur mon estime de soi et tout, mais... Ah bon? Ah ouais, non. Je voulais me dégrader avant. Tout le contraire. Je voulais me dégrader. Tu sais, moi, même quand je travaillais pour la présidence et tout, qu'il y avait tout ce monde-là. Oui, c'est pour ça que c'est étonnant. J'étais isolée. En fait, je m'isolais. Et c'est mon chef, à chaque fois, qui me disait, Melba, en fait, il avait pris un exemple. Il m'avait dit, Melba, imagine, on va dans une commune, on rencontre le maire. Et on dit, bon, le président est là, on veut parler au maire. Et le maire est en train de se cacher derrière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est incroyable, tu vois, j'aurais jamais cru par rapport à ton parcours et très tôt, comment tu as commencé, que tu étais quelqu'un qui pourrait pleurer à un entretien. Non, mais c'est bien de dire ce genre de La vérité, c'est que déjà, de base, je suis introvertie, je suis timide. Ça ne se voit pas, j'y ai beaucoup travaillé, donc tu ne peux pas le ressentir aujourd'hui. Ouais. Mais de nature, je suis introvertie et timide. Ouais, introvertie, c'est oui, et comme je t'ai dit au début, j'ai vécu avec ma mère et ma grand-mère. Donc du coup, enfant unique de ma mère, s'il te plaît. Donc tu vois, le contact humain, tout ça, voilà, c'est... J'imagine ça, de loin. Tu vois, je vois. Donc voilà, quand je suis dans un milieu, etc., je peux être sociable, je peux être cordiale, etc. Mais je ne tisse pas forcément trop d'intimité ou bien je ne sais pas trop. Tu vois, donc voilà, ça a beaucoup créé de manque de confiance en soi, mais heureusement j'ai travaillé sur ça et le fait d'être arrivée au Sénégal a beaucoup amélioré ça. Oui, le fait de voyager, ça change tout. Ouais. Surtout que j'étais en contact avec certains coachs comme Souleymane Seck. Lui, oh là là, super. Il m'a beaucoup aidé et c'est grâce à lui que je peux vraiment tenir des discours comme ça, carrément, être à l'aise. Tu es vraiment allé te faire coacher? Mais clairement, lui je l'ai fatigué. Et il prenait du temps pour m'écouter et me donner des conseils clairs et concis. D'accord. Oui, c'est même lui qui a fait en sorte que je puisse vraiment prendre en main la cocotte Medi, que j'aille jusqu'à soutenir avec, etc. Et autres. Ah ouais, c'est de la chance. Après, franchement, tu as eu beaucoup de chance. Moi, je dirais que c'est peut-être ce que je n'ai pas eu. Je ne sais pas si c'est une chance ou j'ai été juste débrouillard dans le fait de te dire qu'il faut que tu t'en sortes toute seule. Dans ce sens-là, très tôt, moi, à 25 ans déjà, je dirigeais une équipe d'une trentaine de personnes qui avaient le double de mon âge. Et du coup, tu vois, à un moment, le self-confidence, tu vas le chercher. Tu n'as pas le choix. Bien sûr. Quand à 25 ans, tu es là en train de dire à des gens, voilà la feuille de route, parce qu'à l'époque, je gérais un 4 étoiles, un hôtel 4 étoiles, et que tout reposait sur toi, ben, t'as pas le choix de pleurer. Ben, il m'arrivait, pour être honnête, de pleurer quand je rentrais chez moi, de me dire mais je vais jamais y arriver. Je te comprends. Et du coup, tu vois, c'est là où quand je reviens 10 ans en arrière et que moi je me dis je dirais à moi d'il y a 10 ans, je lui dirais t'as bien fait de ne pas écouter les gens qui te disaient que ce n'est pas possible. Très tôt, on te dit, dans la société africaine de manière générale, quand tu es une fille, tu es une femme, très tôt on te dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas faire ça. Moi, très tôt, mon père, il a voulu, si je l'avais écouté, je serais dans un cabinet de notariat. Il voulait que je fasse du notariat, de l'interprétariat, je sais pas quoi. Il parlait, je me suis dit, ouais, je sais ce que je veux, très tôt. Et je veux pas ça. Je ne veux pas ça. Donc du coup, ça, première chose, je l'ai pas écouté et j'ai bien fait de ne pas avoir écouté.
Quand je suis partie très tôt du Sénégal, il y avait beaucoup de gens qui disaient à mes parents, vous prenez un gros risque, mais quand vous les faites sortir très tôt comme ça, et ça surtout que c'est une fille, elle va faire n'importe quoi de sa vie, elle va pas le réussir et tout. Moi, j'ai dit à mon père à l'époque 2 choses. Soit tu me fais confiance et que tu me laisses y aller et que je vivrai le restant de ma vie à te montrer que tu avais bien fait de ne pas écouter les gens qui te disaient que c'est... Soit tu m'obliges à ne pas le faire et je t'en voudrais le restant de ma vie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, je te fais confiance. J'ai dit, voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pour le reste, je gère. Et tu vois, j'ai vécu tout le temps en me disant... moi, je suis quelqu'un qui aime trop les défis. Il faut me dire, pour que je fasse quelque chose, dis-moi, tu ne peux pas le faire. Moi, je suis comme ça. C'est du genre. Et tu vois, j'ai pas eu la chance, là, je dirais, d'avoir du coaching ou quelque chose comme ça. Je dis, c'est la vie qui me l'a imposé pour me dire déjà, j'étais pas la plus grande, j'étais pas l'aînée de mes parents, mais la vie a fait que je jouais ce rôle d'aîné quelque part et qui a fait que très tôt, j'ai commencé à prendre des responsabilités vis-à-vis de mes petits frères, de payer leur école, de travailler pour justement études, travail, de me dire que je suis pas au Sénégal, mais je dois travailler, je dois envoyer de l'argent pour que mes petits frères payent l'école. Et tout ça, c'est des responsabilités que tu prends très tôt et que tu te dis pas on me l'a pas forcé. Pour être clair, c'est quelque chose que je me suis dit, allez, j'ai envie de le faire. Parce que j'ai envie de savoir très tôt ce que ça a fait d'avoir ces responsabilités, parce que je voyais mon père le faire et je me disais ça doit être difficile quand même de faire ça. Difficile, ça m'a tilté, let's go, on le fait. Donc tu vois, la vie m'a imposé à avoir cette confiance. Il faut dire que c'était vraiment raté dès le début. Moi j'étais une petite fille maigrichonne, tu vois, toute maigre qui aimait trop. Mais en vérité quoi, tu vois, on vit dans une société où les gens, le physique c'est important quoi. On te dit mais les maigres tout le temps, quand les gens venaient voir mes parents, mais tu manges pas, mais t'es trop maigre, mais t'es... Tu vois, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je me laisse emporter par ça? À un moment donné, je me suis dit, allez, je suis maigre, je suis comme ça, tant mieux. Allez, let's go. Je suis allée à l'université, mais plus j'ai confiance 100%. Coucou, je suis maigre, mais il n'y a pas que ça. Je suis quelqu'un de très intelligente. Je suis quelqu'un qui arrive dans des écoles où tout le monde a 2 fois plus de niveau que moi, mais je vais quand même être major de ma promotion. Je suis quelqu'un qui va se faire recruter par des multinationales, mais comme ça, où je vais gravir les échelons et je connais personne, où je vais arriver au niveau où j'ai... Mais oui. Et puis après, ma vie ne se résume pas à ça. Et tu vois... Et c'est là où toi, tu as eu la chance d'avoir... Est-ce que tu considérais cette personne comme ton mentor aujourd'hui? Est-ce que tu vas te dire, c'est mon mentor, c'est quelqu'un qui m'a peut-être... est-ce que toi, le terme mentor, ça te parle aujourd'hui? Est-ce que tu en as eu? Comment tu as peut-être vu la situation de te dire que je vais faire confiance à une personne, je vais lui confier en fait peut-être des choses que peut-être je confierais peut-être pas à mes parents. Comment tu as en vécu fait, il faut savoir que moi j'ai développé une stratégie assez claire. C'est, tu sais, il y a quelque chose qui n'a pas de prix. Et ça, je pense que tu le sais d'ailleurs. Ça s'appelle l'expérience. Ouais. Ça n'a pas de prix. C'est vrai. Et tu vois, ce que je fais dans ma vie, aujourd'hui, si je te présente mes amis, tu vas dire non, mais bah, sérieux, tu vas t'asseoir, tu vas dire non, tu peux pas dire. Et ce sont vraiment mes amis. Tes amis, ouais. On rigole, on se tapote, on va manger. Non, sérieusement. Et donc, en fait, ce sont des personnes, par exemple, qui sont plus âgées que moi. J'ai des amis de 50 ans, des amis de 40 ans. Voilà, en fait. Et ce qui peut aussi expliquer peut-être ma façon d'être quelque part, parce que je m'entends bien avec cette catégorie-là. Donc voilà. Et il faut savoir que j'avais besoin justement de m'entourer de personnes plus âgées. Pourquoi? Je te comprends. Parce que comme je t'ai dit, moi déjà, il faut savoir que je viens d'une famille stricte. Et donc, dès que tu fais un enfant, etc. et tout, ils vont te soutenir. Je ne manquais de rien. Ils vont te soutenir. Tout sera là, mais on va te dire, tu assumes. Et du coup, au moment où il a fallu m'envoyer au Sénégal, mon père m'a clairement dit, ok, d'accord, écoute, Melba, tu vas poursuivre tes études au Sénégal, mais tu as tes enfants et tout le reste. Vous y allez. Ah, carrément. Mais il m'a dit ça clairement, il m'a dit vous y allez. Moi je garde pas tes enfants. Et tu sais, lui il a toujours eu un mood, moi je suis jeune, je dois faire ma vie aussi. Hein. Donc voilà, je suis arrivée comme ça à Dakar avec mes 2 enfants et j'ai assumé. J'ai assumé, mais pour pouvoir bien assumer, il faut s'entourer des personnes qui ont de l'expérience. Incroyable. Il faut s'entourer. Et tu as pu jongler entre tes études, tes 2 enfants. Clairement, je l'ai fait. Mais tu es je l'ai fait. Extraordinaire. Mais tu es extraordinaire. Ça n'a pas été facile
Mais je l'ai fait. J'ai vécu des moments où c'était lourd émotionnellement. C'était lourd aussi physiquement. Parce que, par exemple, quand je te parle de comment j'ai fait pour mon Master 2, c'est-à-dire, je me suis retrouvée dans une équation où tu es là et du lundi, donc pendant 2 ans, j'ai fait ça. Du lundi au vendredi, je travaillais de 8h à 17-18h. Dès que je rentrais chez moi, je jetais mon sac. Je me rappelle, hein, dès que j'arrivais à la maison, les enfants me regardaient, je tirais mon sac, je jetais. Et je courais dans la cuisine comme ça. Je commençais à nettoyer le poulet, etc., allumer le feu. Et je vendais jusqu'à 22h. Et je faisais ça tous les jours par contre. Donc de 18 à 22h, je commercialisais du poulet fumé et autres. Et le week-end, donc le samedi et le dimanche, de 9h à 17h, j'étais en salle de classe. Incroyable. Non, mais j'étais en salle de classe. Tu es vraiment incroyable. Je comprends pourquoi tu dois être fière de toi. Et du coup, si je te demandais de quoi tu es le plus fière, mais quand je te dis là, on est là, mais tu n'as pas de hier, tu dois, mais vraiment te dire je suis fière de moi. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui quand tu regardes tout ton parcours? J'imagine tes enfants, c'est la première chose. Ça, toutes les mamans, on va commencer par dire ah non, je suis fière de mes enfants. Mais vraiment, quand tu lances et que tu te regardes, mais il n'y a personne qui te juge, il n'y a personne qui dit ah, il n'est pas modeste quoi. Aujourd'hui, on prend toute modestie, on met à part et on se dit allez, de quoi on est le plus fier aujourd'hui? Je suis fière de l'intelligence que j'ai eue durant ce parcours. Je te promets, ça c'est un truc où moi je me dis Melba en fait, tu sais, beaucoup de gens, il y a eu des tentations. Beaucoup de gens m'ont dit Melba en fait, t'es une belle femme. Ah ouais, non mais beaucoup m'ont proposé des trucs, on m'a proposé Melba tu peux être la deuxième femme de tel, Melba voilà, et tu peux être avec tel monsieur, tu peux faire telle chose. Et j'ai toujours dit non. Et quand j'ai dit non, sur le coup, on me disait ouais t'es bête. Ouais, ça j'imagine. Clairement, on me disait t'es bête, t'es nulle, etc. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fière de l'intelligence que j'ai eue et du cran que j'ai eu de dire non à certaines choses. Et de ne pas devoir justement quelque chose à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ceux qui m'ont dit tu es bête hier, quand eux-mêmes ils me regardent, c'est vrai. On n'a pas besoin de se parler. Oui, je comprends ça. C'est du vécu. Il y a même d'autres qui viennent me demander de l'emploi, etc. aujourd'hui. Mais hier, quand je faisais du poulet fumé et que je recevais des amis qui venaient, qui voyaient la fumée, elles faisaient genre... Pas ça. Ouais, non, mais j'imagine. Ouais, je te comprends. Ça, c'est exactement des choses que tu vis quand tu es... C'est vraiment ça, l'intelligence et surtout le cran que j'ai eu. Tu sais, il y a un truc qui m'a traumatisée parce que j'avais eu l'impression d'avoir eu à porter, je sais pas, un équipement, je sais pas. Et là, j'étais toute forte pendant 2 ans. Et du coup, quand on m'a dit, mais bah, waouh, super. Tu viens d'avoir ton Master 2 et tout le reste, voilà, va faire ta graduation. J'ai dit non. Attends. Tu as dit non, pourquoi? J'ai dit non. Pourquoi? J'ai dit non. J'arrive pas à croire que j'ai autant bavé pour ça. Ah, pour toi c'était trop facile. J'ai dit non. Non, voilà, c'est ça. Tout le monde m'a écrit, Melba, mais t'es pas la graduation, tu devrais. J'ai dit non. Ah mais tu sais, mais pareil, c'est ce que je disais, on n'aime pas la facilité, c'est ça. Parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est que peut-être en étant femme, si tu aimes la facilité, peut-être que on serait la femme du milliardaire X à l'heure qu'il est dans un jet privé. Tu sais, mais comme on aime se compliquer la vie, on dit qu'on a toujours un petit plan B là. Voilà. Quand on nous regarde, on dit la femme c'est facile et tout. C'est ça. Mais sérieusement, je suis comme toi, j'aime le challenge. J'aime énormément le challenge. Ne me laisse pas dans un environnement, voilà pourquoi en général, à chaque fois qu'on me proposait un CDI, je fuyais. Parce que tu as l'impression de t'enfermer dans quelque chose. Clairement. Dès qu'on me dit CDI, je suis partie, ciao. Toi, c'est quand même un autre niveau. Je supporte pas parce que j'aime l'aventure. À part si c'est une entreprise dans laquelle je m'implique et j'ai un impact sur la vision, etc. et autres, oui. Mais c'est surtout ça, un impact sur la vision. Franchement, c'est incroyable. Moi, je dirais, tu sais, quand on se regarde comme ça, difficilement, on se dit, ouais, je suis fière de moi. Pour essayer d'être modeste, parce que le moule de la vie veut que, écoute, même si tu as fait de grandes choses, il faut que tu restes modeste, etc. Donc du coup, moi,
je suis tellement fière quand je regarde à peu près le parcours, et c'était pas gagné du tout. Comme tu dis, parfois tu vis des situations qui sont assez tentantes, où les gens te disent mais tu peux avoir les choses, t'es jeune, t'es pas moche non plus, on va se dire la vérité, on n'est pas moche. Ok, on pouvait avoir plein de choses et des gens te disaient que ouais mais non, tu peux avoir telle chose, et tu te dis il y a un raccourci. Et puis aujourd'hui, aucun regret quand tu dis j'ai pas pris le raccourci. Mais comme tu dis, tu vois des gens aujourd'hui, tu les regardes, vous regardez, ben, tu n'as rien. Au contraire, c'est les gens qui t'envient, qui te disent que mais à l'époque, toi tu étais en train de te dire, avoir ce petit doute là, de te dire que peut-être que j'ai pas pris le bon chemin. Et là où ton parcours, je me retrouve énormément, c'est qu'on a eu du cran. Et c'est pas facile en tant que femme qui évolue aujourd'hui, qui va arriver à un certain, d'avoir le cran de ne pas céder ni à la tentation, ni à la pression, ni de quand est-ce que tu te maries. Moi, il faut savoir que ben déjà au Sénégal, rapidement tu es hein, sans raison une vieille fille. On va dire ben non parce que tu n'es pas encore mariée, parce que moi je savais que je ne voulais pas entrer dans un mariage hyper tôt, sachant que moi même ma vie je n'arrive pas à la gérer, je ne vais pas gérer la vie de quelqu'un, on ne va pas se gérer entre nous. Donc ça, sans jugement aujourd'hui, hein, pour ceux qui se sont mariés très tôt, mais moi c'est une chose, j'ai réussi cette pression qu'on me mettait. Je me suis mariée, après je ne me suis pas mariée tard non plus, je me suis mariée à 27 ans, mais là où j'ai envie de te dire que ce cran il faut l'avoir, je me suis mariée à 27 ans, j'ai eu mon premier enfant à 34 ans. Et tu vois, c'était catastrophique. Ben, tu es mariée, automatiquement tu dois enchaîner les enfants, automatiquement tu dois faire les choses. C'est pas que je voulais pas, mais à un moment donné, tu vois, tu traces ta route. Je me dis ce que j'ai envie de donner aujourd'hui à mon enfant, le rythme auquel je vais. Le rythme auquel je travaille, je ne suis pas sur place un mois d'affilée. Ce serait égoïste aujourd'hui de faire ça à un être innocent qui dépend à 100% de toi, quoi. Donc aujourd'hui, c'était peut-être avoir ce cran, c'est de dire ne pas céder à cette pression, comme tu as dit, sociale, familiale, et de se dire que voilà, je fais ce que je veux. Je le fais quand je le veux surtout, et du coup sans regret. Aujourd'hui ça ne t'empêche pas de profiter comme tout le monde de ta vie de famille, ça ne t'empêche pas de profiter de ton enfant, mais est-ce que j'aurais pu le faire si j'avais suivi ce que les gens voulaient pour moi? Je ne suis pas sûre. Donc tu vois, ça, moi je me retrouve énormément dans ce que tu dis, dans le fait d'avoir ce cran et de se dire, et surtout qu'on se dise la vérité en tant que femme, il faut qu'on en fasse des fois 2 fois plus que les hommes. À compétence, à niveau égal. Clairement. C'est incroyable, quoi. Moi, c'est des trucs que je me suis posé la question très tôt. Je me suis dit, mais pourquoi? Et toi, comme tu dis, l'exemple que tu as donné, tu rentrais de l'école, tu jetais ton sac, tu savais que tu devais nourrir tes enfants. Le niveau de charge mentale. Ouais. Et tu sais, pour revenir à ce que tu as dit par rapport à la pression, il faut savoir une chose, c'est que déjà, tu tombes enceinte, tu es jeune, il y a des gens qui se moquent de toi. Ouais, j'imagine, ouais. Mais moi, c'est là où je me dis, bon, de toute façon, après, ça, je dis encore que c'est ma famille. Hein. Qu'elle soit maternelle ou paternelle, on est tous pareils. Ouais. On s'en fout. Très bien. Non, mais on s'en fout à un niveau, tu peux pas. C'est-à-dire, tu viens, tu donnes ton avis. En plus, si tu veux être désagréable, on s'en fout. Limite, on va pas te répondre parce qu'on va dire bon, c'est un aîné, bon, ceci, ou bien à cause du temps, tu vois. On n'a pas, il va rien dire, il n'y a pas de temps. On n'a pas le temps de te répondre parce qu'on est sur autre chose, tu vois. Autre chose, ouais, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est quoi? C'est de savoir que l'échec est réel, les erreurs aussi sont réelles. L'erreur est humaine. On ne doit pas attendre que quelqu'un soit parfait. Par exemple, si moi je te dis, si je t'avoue en fait que dans le fond, pour mes enfants et tout, sache qu'en vérité, on m'avait promis le mariage, les fiançailles. Il y avait même déjà eu des présentations quelque part, etc. Donc, imagine un peu. Donc, c'est pas des trucs qui arrivent par choix. Mais la vérité, c'est que je suis pas là pour expliquer ça à tout le monde. C'est vrai. En fait, écoutez, si je suis comme ça, c'est parce que... Non. T'as pas de compte à rendre. J'ai pas le temps déjà pour ça, de 1. Parce que de 2, t'as des enfants à nourrir, t'as des choses à faire, t'as des choses à rendre, à envoyer et tout. Donc si par contre, je suis au chômage, je suis fatiguée, je suis éprouvée ou je sais pas quoi et je veux qu'on me valide, ok, je prendrai le temps d'allumer une caméra ou bien d'expliquer à tout le monde ou d'appeler pour dire non, en fait, tu vois, ma situation, c'est parce que... Mais j'ai pas ce temps-là. La seule chose que je considère, c'est que, ok, d'accord, voici mon équation. Elle n'est pas parfaite, hein, mon équation.
mais comment je fais pour l'améliorer? Ouais. Après, c'est pas facile. Ce que tu dis, c'est vraiment, il faut avoir un mental. Mais bien sûr. Mais un niveau de mental qui te permet déjà de survivre en Afrique. Une chose, c'est que les jugements de personnes à qui on n'a rien demandé, c'est tout le temps. Et surtout, moi, je trouve ça assez injuste, c'est que c'est toujours plus sur les femmes. Parce que tu dois suivre un certain modèle. Dès que tu sors de ce cadre-là, tu es une mauvaise fille, Et surtout, quand tu poursuis tes rêves. Et moi, ça a été ce que j'ai entendu quasiment tout le temps. Et ouais, mais tu finiras vieille fille, la vie, c'est pas seulement la carrière, le travail. Et franchement, je regrette pas de ne pas avoir écouté toutes ces voix parce qu'aujourd'hui, j'ai tout. Je touche du bois, alhamdoulilah, mashallah. J'ai ma vie de famille, j'ai ma carrière. J'étais pas obligée de choisir, tu vois. Et on m'obligeait à me dire, il faut que tu choisisses parce que tu peux pas avoir les deux, parce que tu peux pas avoir une carrière brillante. Je suis très... J'ai vécu ça aussi. Ouais, tu vois ça, le genre de truc qu'on te dit. Tu sais, moi, j'ai pris mes 30 ans l'an dernier. Et le truc, c'est que même durant mon parcours, il s'est passé une chose. C'est que des fois, quand il y avait des contrats à signer ou bien des opportunités, tu es là et puis un jour, on m'a balancé « Oui, Melba, va t'occuper du bébé ». Ouais, parce Pardon. que ça te réduit qu'à ça, en fait. Mais attends, je me suis dit, la femme, elle est faite juste pour la cuisine, c'est ça? Non, va t'occuper du bébé. J'ai dit, ben non, heureusement pour moi, comme je te l'ai dit, je m'en fous, ça passe comme ça. C'est-à-dire que tu me fais, le type de réflexion que tu me fais, me dit déjà si je dois bosser avec toi ou pas. Ah, ça c'est important. Me dit si je dois... Voilà, je choisis clairement mes environnements. Ouais. Je ne reste pas où je ne suis pas valorisée. Ouais, je ne reste pas où je ne suis pas appréciée. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis vraiment pas parfaite, mais je sais apprécier le talent des autres. Je sais vivre avec les autres, etc. Ouais. Mais si je ressens que moi, on m'étouffe, je quitte. Ouais. Et j'ai vraiment pas peur de quitter. Ça, c'est un truc, j'ai pas peur de quitter. Tu prêches une convaincue, là. Non, mais clairement, j'ai pas peur de quitter. C'est vrai. Tout de suite, tu me dis, bon, quitte là, fais comme ça, et je m'en fous. Ouais. Parce que je sais de quoi je suis capable. Exactement. Et moi, je pense que, franchement, ce serait beau de voir de plus en plus de jeunes filles prendre aussi ce genre de route. Exactement. Je ne dis pas, par exemple, moi j'ai beaucoup de respect, non seulement pour la culture, pour les traditions et pour les aînés. Ça, c'est quelque chose. Hein. Comme je t'ai dit, la plupart de mes amis, ce sont des aînés d'ailleurs. Oui. Et franchement, je ne badine pas avec ça. Le respect, c'est énorme. Mais il faut croire en toi. Exactement. Et il faut te réaliser. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, par exemple, et c'est une question que je me suis posée aussi à chaque fois. Melba, si tout de suite tu pars et là, ton corps, il est allongé et tu te vois de l'autre côté en esprit, est-ce que tu seras fière de toi? Justement, ouais. Tu vas te dire quoi? Important. Sérieusement, tu vas te dire quoi? Ah ouais, j'ai pas fait telle chose parce que j'avais peur. Ou parce qu'on m'a conditionné. Parce qu'on m'a dit, voilà, mais non, au final, c'est toi et toi, on t'a donné des dons, des talents et on t'a même ouvert des portes. Parce que si tu te retrouves dans une équation, c'est que c'était pour toi. Oui. Mais pourquoi tu saisis pas? Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi tu la résous pas? Ouais, non, mais c'est incroyable. En fait, quand tu parles, j'ai l'impression de m'entendre parler et ça fait limite peur. Parce que je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Genre, en vrai, on vient de se parler pour la première fois et j'ai l'impression de te connaître parce que je me vois dans tout ce que tu dis. Et ça a été, franchement, la motivation de toute ma vie. Il faut savoir, il y en a que la vie a gâté parce qu'ils sont filles d'eux. Oui. Ils sont femmes, elles sont femmes d'eux, elles sont filles d'eux. Et tu vois, toi, quand je t'entends parler, c'est pareil. Aujourd'hui, on s'est fait toute seule. Genre, c'est peut-être gros à dire, mais il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose pour t'ouvrir les opportunités. Mais je veux dire, on est allé chercher ces opportunités-là. On n'a pas laissé la vie, on ne l'a pas subie, justement. C'est de se dire, on a deux choix, je subis ce qui vient à moi, je vais chercher mes opportunités, je me donne des chances d'aller plus loin. Et moi, je me rappelle, dans toutes les entreprises, là, je suis dans ma 15e année d'expérience professionnelle, et dans toutes les entreprises où j'ai été, au niveau de responsabilité, j'étais la seule femme, quasiment. Tu voyais que des hommes parce que c'était compliqué, parce que c'était difficile. Et moi, comme je le disais, moi, j'ai été dans des comités de recrutement où mon CEO, à l'époque, me disait on ne va pas prendre de femmes à ce poste-là parce que, ouais, on sait... elles vont aller en congé maternité, elles vont être indisponibles pendant très longtemps, ça ne nous arrange pas sur ce poste-là. Et je les regardais déjà avec beaucoup de dégoût et je me suis dit, mais c'est tellement dommage de penser comme ça, de nous réduire. Et tu as vu, quand tu le disais, tu as réussi, occupe-toi de ton bébé.
tu peux faire quelque chose, être extraordinaire dans ce que tu fais tout en t'occupant de ton bébé, justement parce que tu es en train d'assurer l'avenir de ce bébé-là. Et tu vas pas te dire, ah non, mais moi je suis une femme. Ça va compter sur X, Y, donc c'est extraordinaire ce que tu as dit. Mais toutes les femmes devraient penser comme ça. Et tu sais, pour ajouter un plus, il faut savoir que, comme je t'ai dit, moi je fais toujours un bilan. Je me dis, Melba, quelles sont tes forces et tes faiblesses? Dis-toi la vérité. Ouais. Et surtout, écoute aussi, il y a forcément des choses qu'on te répète. Melba, t'es trop comme ci. Melba, toi, tu boudes tout le temps. Melba, toi, tu vois un peu, tu les prends en compte. Tu t'assois et tu fais un point. Par exemple, il y a un truc que j'avais réalisé, comme je t'ai dit, déjà de 1, je manquais de confiance en moi. De 2, une chose que j'ai réalisée très vite, c'est Melba, et là c'est grâce à mon coach aussi, il m'avait dit, Melba, si tu continues d'être si émotive, les portes vont se fermer. Alors là... Donc là, j'ai dû travailler justement sur ça. Et tu vois, c'est un constat que j'ai fait surtout aussi avec les mamans. Tu vois un peu, on a ce truc où c'est normal, on va dire oh, les hormones, tout ça, mais c'est normal. On vit beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses et des fois on est très émotif. Tu vois, on peut éclater en sanglots, on peut s'énerver facilement. Voilà, on n'est pas suffisamment stable, comme on dirait, voilà, comme un homme et tout qui est là tranquille, il prend son sac, il va au boulot. Nous, on doit nettoyer la table, on doit arranger, ensuite on doit y aller, tu vois un peu. Et on doit être droite, sourire, être bien, tout ça. Tu dois être une bonne épouse, tu dois être très performante au boulot, une bonne mère. C'est ça. En fait, tu dois cocher les cases chaque jour. Et le truc, tu vois, c'est que quand tu prends conscience de tes faiblesses, travaille sur ça. Ne les lâche pas. Moi, je me dis, Melba, travaille. Et tu sais, pour avoir aussi employé des jeunes filles, parce que là, ce qui se faisait, c'était quoi? À chaque fois que moi, je devais employer quelqu'un, si la personne me disait « Ah oui, je suis maman et tout », tout de suite, je prenais. J'avais ce truc-là où tout de suite, je prenais. Et là, j'ai compris, en fait, pourquoi, justement, les mamans ou les jeunes filles méritaient recalées en emploi. C'était parce qu'elles n'arrivaient pas à gérer leur vie personnelle. Mais tout le temps. Et ça, c'est un message. En fait, c'est assez... La société, elle est assez hypocrite pour essayer de faire glisser ça. Non, moi, honnêtement, j'ai recruté énormément dans ma carrière aujourd'hui. À chaque fois qu'il y avait un homme et une femme en comité, moi, je ne regardais pas le genre. C'est juste, est-ce que la personne... J'ai eu un coup de cœur pendant l'entretien. Et quand j'avais un comité avec d'autres femmes, et des hommes d'ailleurs, c'était tout le temps... Ah, mais c'est une femme. Mais tu sais, elle est mariée. Parfois, on va te dire, ah, mais sur son CV, elle a écrit mariée 2 enfants. Mais moi, je m'en fous qu'elle ait 15 enfants. Ce qui compte, c'est est-ce qu'elle peut jongler entre ces casquettes-là. Effectivement. Et on ne donne même pas le choix aux femmes aujourd'hui de décider si moi, je peux jongler entre ces casquettes-là. Et tu sais ça, je l'ai eu. Je me rappelle pour un poste, on m'avait dit, oui, bon, tu as 2 enfants, on ne veut pas trop les absences parce que le bébé est malade, parce que ceci, parce que... Incroyable. Et j'avais dit non. Et heureusement, en fait, ce que j'ai apprécié par la suite, c'est qu'ils ont tenté. Et c'est un peu dommage qu'ils aient tenté. Donc, ils ont tenté et ils ont vu que, ok, c'est une perle. Et ils m'ont gardé. Jusqu'à ils ont voulu me proposer un CDI, j'ai fui. Mais quoi qu'il en soit... J'aime trop le fuir, là. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est que si nous, on doit arriver et on nous dit non, on ne veut pas trop, ça veut dire qu'il y en a qui sont venus, malheureusement. Il y a des femmes qui sont venues et qui n'ont pas pu assumer. Le faire, oui, c'est vrai. Tu vois, moi, j'ai eu par exemple des dames que j'ai embauchées où tu es là le matin et tu devais d'abord être psychologue. Moi, j'ai pas de souci avec le fait parce que j'ai déjà 2 enfants, je peux comprendre facilement. Mais le problème, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu as un planning, les enfants sont à l'école, là, tu reçois la dame, elle va faire son job. Toi aussi, tu dois évoluer, mais que là, tu dois mettre ça à côté. Je suis d'accord avec toi. Tu dois prendre 2 heures de temps pour écouter, pour lui dire non, ça va aller, non, je te comprends, non, non, non. C'est chaud. Non, mais je te vois. En fait, c'est parce que la société a conditionné la plupart des femmes à se positionner, je suis le sexe faible. Donc, je vais devoir justifier mon incompétence parfois par le fait que je suis une femme, je suis une maman, j'ai des enfants. Et moi, ce que je disais tout le temps aux personnes avec qui je travaillais, ta vie personnelle, c'est pas que je m'en fous, je m'en fous pas, c'est très très important. Je suis le genre de personne qui va s'asseoir avec toi pendant 2 heures pour parler de ta famille, mais je veux pas que tu prennes comme excuse
le fait que voilà, je n'ai pas fait parce que j'ai des enfants, parce que moi, j'ai porté mon enfant au dos et je faisais mes meetings et je faisais mes objectifs. J'étais là jusqu'à 2h, 3h du matin parce que c'était un choix que j'avais fait d'avoir un enfant. Mais si j'ai un enfant, ça ne va pas impacter sur ma carrière. Et ma carrière ne doit pas impacter sur mon enfant. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Et justement, toi, en tant que femme, est-ce que tu penses que c'est facile de trouver cet équilibre-là? Il faut apprendre, il faut se rapprocher des personnes d'expérience. Moi, je rends grâce parce que, en fait, j'ai toujours eu cette humilité-là. Et à chaque fois, je le dis, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, du coup, quand j'ai un blocus, je n'hésite pas à appeler. Pour dire oui, allô, j'ai besoin d'aide. Mais après ça aussi, j'ai envie de te dire, je te coupe pas, mais j'ai envie de te dire qu'est-ce que c'est pas un couteau à double tranchant, parce que les gens parfois projettent leur peur quand tu leur demandes un avis. Par exemple, toi, tu vas m'appeler, Djenaba, tu sais, je veux faire ce gros truc. Moi, j'ai jamais réussi à le faire et je vais essayer de te décourager pour te dire, ah non, mais te fatigue pas. On revient sur une base. Tu vas clairement pas y arriver. On revient sur une base. Je demande pas ça à n'importe qui. Uniquement ceux qui ont de l'expérience. Ouais, ok. Et je t'observe, je te regarde. Je sais que bon, toi, tu es bonne et tu es forte en tel plan, etc. Et je me base sur ça. Par exemple, quand je suis arrivée à Dakar, une personne qui m'a beaucoup aidée, parce que moi, je suis chrétienne, c'est la femme de mon pasteur. C'est elle qui m'a dit, ah oui, je vois, tu viens d'arriver, ok, fais ça, fais comme ci, il faut t'organiser, tu te lèves le matin, tu fais comme ça, comme ça. Parce que je voyais déjà comment elle gérait sa famille. Tu vois un peu? C'est que je vois. Une autre personne, quand moi je suis arrivée, je savais même pas pris. C'est beaucoup de chance, là. Il faut se rapprocher d'eux. Moi, quand je veux quelque chose, je me rapproche. Bonjour, tu c'est peut-être la chance que tu as ou la facilité. Moi, c'est tout le contraire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, je n'aime pas dire non, je me suis faite toute seule. Non, non, non. Mais tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à me dire je vais aller demander parce que j'avais juste pas envie qu'on me mette des bâtons dans les roues en me disant que non. Après, ça dépend des sociétés aussi. Ça dépend des gens qui t'entourent. Et c'est pour ça que c'est important l'entourage, le fait de ne pas avoir beaucoup de. Moi, je suis solitaire. Ce que tu dis là, par exemple, j'ai beaucoup vécu ça en entreprise. Par exemple, il y a un fait avec moi, c'est-à-dire on peut vivre dans la même maison. Je suis en train de créer une entreprise, tu ne sauras pas. C'est bizarre, j'ai un truc de fou, c'est vraiment ça. Tu ne sauras pas que là, je suis en train de créer une entreprise. Pourtant, on peut être dans la même maison. Ça, c'est vrai. Et c'est quand l'entreprise va arriver à un certain niveau et tout, et un jour, tu vas apprendre, mais attends, mais quand même. Genre ça, ma mère m'a tout le temps reproché ça. Que du genre, toi, t'es quel genre de personne, tu peux faire plein de choses, mais moi, tu me dis, j'ai dit oui, justement, parce que pour éviter l'interphasage en te disant que... Je déteste les personnes pessimistes. C'est ça. Je déteste les personnes... J'accepte tous les conseils, j'écoute tout le monde, mais je sais des techniques. Tu n'y arriveras pas. Oui, Et ça, tu vois, c'est incroyable. Moi, tu vois, je te disais, moi, aujourd'hui, quand je regarde, au-delà des choses en individuel que tu as accomplies, moi, il y a une chose dont je suis tellement fière. Et ça, j'ai même pas, je l'assume, c'est quand je vois la vague de leaders que j'ai pu créer au cours de mes expériences, des personnes qui sont arrivées stagiaires, zéro confiance en elles du moins, et qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire de leur vie, que j'ai dit, à qui j'ai voulu donner une chance. Parce que tu vois, moi très tôt, quand tu es dans le moule d'une entreprise, on te dit, ouais, il faut telle chose, il faut prendre une personne avec 5 ans, 10 ans d'expérience. Moi, c'est toujours les jeunes étudiants qui sortaient de l'ISM, de l'IAM, de trucs, je te regarde. Tu n'as pas très confiance en toi, je te prends en entretien, je te dis, écoute, est-ce que tu as envie de grandir? Oui, let's go. Et aujourd'hui, je regarde ces personnes, c'est des personnes qui ont tellement évolué humainement, professionnellement, qui ont pu tout avoir. Moi, je me rappelle, j'ai fait une chose, une dinguerie, je dirais, à l'époque où ma boîte me disait, mais non, j'avais littéralement tout le monde à dos parce qu'il y avait une maman qui était dans mon équipe et qui était en CDD. Explique le truc juste pour te dire à quel point qui était en CDD, qui arrivait au terme de son CDD, mais elle était enceinte. Moi, je savais qu'elle était enceinte, elle le cachait, et elle ne voulait pas que tout le monde sache qu'elle était enceinte, son ventre commençait à sortir. Elle venait tout le temps angoissée en se disant « je perds ce boulot, quoi. C'est clair, ils ne vont jamais me donner un CDI avec mon ventre, etc. »
Et du coup, je l'ai observé, je suis venue, je lui ai dit, on va se parler. On est sortis hors cadre, on s'est posé, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Elle m'a dit, en fait, il faut que je t'avoue que je suis enceinte. Je lui ai dit, mais c'est une très bonne nouvelle. Elle m'a dit, mais non, enfin, parce que là, mon CDD se termine la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que aucune entreprise ne va accepter de donner un CDI à une femme qui va aller en congé maternité dans quelques mois. Donc, ça a été une rude bataille pour que cette personne passe en CDI. Et je me rappelle, quand je suis revenue lui annoncer ça, elle pleurait comme une petite fille, quoi, en me disant, j'y crois pas. Et aujourd'hui, c'est une personne, après, quand j'ai changé de boîte, que j'ai repris avec moi. Et là, tu la vois avoir son équipe aujourd'hui, avoir ce niveau de confiance en elle, de se dire qu'elle a 4 enfants, machallah, aujourd'hui, et ça ne l'a pas empêché d'évoluer. Et j'ai essayé de lui dire, écoute, il faut pas que tu aies ce blocage de te dire que, ouais, je dois faire des enfants, et c'est ce qu'elle m'a dit, hein, mot pour mot, je dois faire des enfants parce que je suis mariée. Et ça, c'était un problème pour moi. Je dis, mais sans jugement, j'accepte, mon cœur reste ouvert, mais t'es pas obligé de rien faire. Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle me dit, oui, je veux les deux. J'ai dit, mais vas-y, battons-nous, tu vas avoir les deux, tu vas évoluer. Donc, c'est tellement triste dans le sens où on est conditionné à ne pas réussir. Et justement, quand tu parlais aujourd'hui, moi, il faut qu'on s'arrête sur ça, la charge mentale des femmes carriéristes, on va dire, entre guillemets, parce qu'on nous appelle des femmes carriéristes, parce que tu veux all in one, en fait, tu veux tout. Je ne veux pas me contenter de ce que la société va me donner parce que tu es une femme. Et je pense que toi, dans ton vécu, tu ne t'es pas mis, je pense que tu ne serais pas là aujourd'hui si on t'avait mis dans le moule de dire, ok, tu es maman, tu ne dois pas faire certaines choses parce que tu es maman, parce que, alors si, je ne pense pas que tu te regarderais et dirais, je suis fière de moi. C'est parce que tu t'es dit, ok, je suis maman, mais je vais aller chercher des opportunités, même si, la porte se ferme, je vais la défoncer, en fait, tu vois, un peu. Et donc, tu vois, toi, aujourd'hui, comment tu as réussi à à maintenir même ton équilibre, ta charge mentale, tout en étant maman, entrepreneur, ce qui est 2 fois plus difficile parce que en tant que salarié, ça va, tu fais tes trucs, t'es pas obligé. Mais toi, en étant entrepreneur, moi, je suis très curieuse de savoir comment tu navigues entre ces différentes casquettes et tu le fais aussi bien, limite brillamment, quoi. Comment tu fais ça? La discipline. Ouais. J'ai appris à me discipliner. Tu sais, au début, je faisais tout uniquement par passion. Je le fais, mais quand je me suis retrouvée dans des équations où, j'ai compris que, si tu arrêtes de le faire là, vous allez mourir de faim. Donc, réfléchis bien. Et là, tu commences à te lever même quand tu es fatigué. Tu te lèves même quand tu ne veux pas, etc. La discipline. La discipline et l'organisation. Parce que dans tout le lot, il faut donner une bonne éducation à tes enfants. À 1000%. Bien sûr. Donc, il faut trouver du temps aussi pour être là pour eux. Donc, beaucoup de gens, ce qui me fait rire, c'est que quand on me voit sur les réseaux ou bien tout ça, on me dit, Melba, est-ce que tu as des moments où tu te reposes? Des fois, mon équipe me dit, mais repose-toi, s'il te plaît, repose-toi. Des fois, si c'est pas ça, c'est, Melba, est-ce que tu te détends? C'est-à-dire, tu as des loisirs. Comment tu te détends? Et je dis, mais attendez, jusqu'à une fois, j'ai posté que j'étais au ciné, tout le monde a crié, ah, t'es au ciné, comment t'es au détends? Et tout. Je dis, mais j'étais... Tu as quand même une vie, quoi. Mais bien sûr, en fait, c'est juste que je communique pas sur mon côté personnel. Je trouve que ça n'a rien à y voir, ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Mais j'ai une vie avec mes enfants. Par exemple, moi, je sais que quand je rentre, ils seront là, on va se regarder. Je vais faire à manger, je vais parler avec ma fille, ils me disent tout le temps ce qu'ils ont fait à l'école. Je dis ok, je donne des conseils, je fais ceci, j'appelle leur maîtresse. Je suis là, le matin avant de partir, je les regarde avant qu'ils ne sortent de la maison. Ils viennent me dire, maman, est-ce que c'est bon? Tu apprécies nos tenues? Je dis oui, j'aime bien, mais change ça, mais voilà si, mais comme ça. T'es impliqué, quoi. Mais ça t'empêche pas d'être aussi impliqué. Bien sûr, en fait, tout est une question de motivation, de détermination. Et surtout, la discipline dont tu as parlé, je pense que ça c'est très important. Qu'est-ce que tu veux? Il faut savoir déterminer clairement ses objectifs. Et moi, il y a un truc, c'est qu'avant, j'étais bornée. Et donc, du coup, ça a créé un blocus parce que je disais, bon, je veux telle chose. Et dès que je l'avais, je disais, mais je fais quoi maintenant? Aujourd'hui, j'ai compris que il faut avoir différents objectifs. C'est pour ça qu'on te dit objectif à long terme, moyen terme et tout. C'est ça. Tu vois un peu, donc tu fais ça dans 10 ans, dans 15 ans, je vais me retrouver là-bas. Dans ceci, voilà. Donc voilà, quand tu as atteint un objectif, tu sais que tu dois enclencher une autre direction. Voilà, s'il y a un échec là, tu sais qu'il faut que tu continues comme ça. Tu as un plan parce que tu as un objectif à atteindre. C'est ça. Donc voilà, tu t'organises en fonction de ton objectif. Ton objectif doit être clair. Moi, j'ai toujours dit, je veux être une femme d'affaires. Épanouie. C'est clair. Ouais, je veux être une femme d'affaires.
je veux tenir voilà, ma maison, je veux tenir mon foyer, je veux faire ci. Donc tout est clair. En fait, moi, ma vision, elle est claire, elle est limpide comme ça. Ouais. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, moi je sais où je vais. Exactement. C'est différent d'une personne qui dit, c'est par exemple différent d'une personne qui dit je veux juste de l'argent. Ouais. Alors là, tu veux juste de l'argent, ok. Ouais, tu peux l'avoir de 1000 manières. Bien sûr. Net, pas net. Bien sûr. Net, pas net. Et puis voilà, des fois tu peux en avoir et après tu fais plus rien. Ouais, on te voit grossir, on te voit te droguer, etc. Ah mais c'est vrai. C'est quoi l'objectif? Ce que tu dis là, c'est tellement, tellement important. Parce que je pense qu'il y a une amie un jour qui m'a posé la question, qui me dit, est-ce que si ton mari était milliardaire, tu allais toujours travailler? J'ai dit, mais c'est même pas une question. Genre, c'est même pas une question. Même s'il était milliardaire, alors, bah, Dieu merci, ok, il y a des milliards quelque part. Mais moi, je travaille pas pour l'argent. Je travaille pour moi. Parce que moi, comme je t'ai dit, le genre de personne qu'on est, bah, tu restes une journée à ne rien faire, tu commences à péter les plombs, quoi. Genre, tu te dis, mais, là, ça va pas. Moi, quoi, je peux déprimer, hein. Je peux déprimer, c'est pas possible. Donc du coup, ouais, c'est exactement moi, tu vois, c'est des choses qu'il faut, on parle peu de ça, ou on parle de ça très mal. Soit on le met sous le volet, les féministes, non, soit on le met sous le volet de, on juge mal les personnes. Et pour moi, il n'y a pas de camp. On est femme, on peut tout faire. À la fois. J'ai pas de choix à faire, je n'ai pas à laisser les gens me mettre dans un moule. Et ça, depuis que je te le disais, depuis le lycée, j'ai refusé d'être dans un moule ou de me dire que non, mais tu dois te marier à tel âge, tu dois faire tes enfants à tel âge, tu dois avoir tel travail, tu dois être dans telle situation, tu dois faire ça. Je refuse. Est-ce que ça me passionne? Première question. 2, est-ce que moi, je contribue à changer la vie des gens à travers ce que je fais? Super, ouais. Moi, c'est très important et c'est là où mon métier, mon travail a tout son sens parce que j'ai commencé à manager des gens, j'avais 25 ans, je ne savais peut-être pas ce que je faisais, mais l'impact que j'avais dans la vie des gens, et jusqu'à présent, il y a des gens avec qui je travaille plus depuis 5-6 ans. Quand je vais sur LinkedIn, je fais un post, quand ces personnes viennent commenter ces posts-là, je me dis, mais j'ai eu de l'impact dans la vie des gens sans m'en rendre compte, tu vois. Des gens qui me disent, grâce à toi, j'en suis ici, j'en suis là. Et moi, ça change tout. Ça change tout. Et si aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, quelque chose que tu voudrais que tout le monde assimile, une vérité qui t'est propre, un mindset que toi tu as et que tu voudrais que le monde, si le monde était vraiment rose, que tout le monde pense comme ça, ce serait quoi? Ça demeure, hein. Quand je marchais sous le soleil, quand j'ai ouvert ma première entreprise, je portais les mêmes ballerines tout le temps. Et je marchais. Et d'ailleurs, tout le monde disait, puisque c'était au Gabon, tout le monde disait, mais on te voit marcher tout le temps, tu vas où? Tu es tout le temps en train de marcher avec ton sac, ton ordi et tout. Je cherchais des marchés et tout ça. Et il y a une chose que je disais qui me motivait, c'était aide-toi. Aide-toi et le ciel te verra. Tu me disais que quand tu veux avoir quelque chose, il faut que tu te donnes les moyens en quelque sorte. Est-ce que tu crois, parce que beaucoup de gens, moi dans mon quotidien, toutes les personnes que j'ai fréquentées me disaient « Ah mais t'as de la chance ». J'ai pas de la chance. J'ai pas de la chance. On ne m'a jamais fait de cadeau, je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche, j'ai tout. Je suis allée chercher les opportunités, je me suis donnée à fond. Donc je sais pas toi, est-ce que tu assimiles ce côté chance, bonne étoile et tout ça? Moi je me dis, moi je sais pas, mais j'y crois pas trop. D'accord. En fait, je suis pas fan justement de chance, mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai la foi. Ça, pareil. J'ai la foi. Pareil. Et on a dit la foi, elle déplace les montagnes. Donc c'est ça mon truc. C'est ça, Donc je suis pas trop du genre, t'as eu de la chance ou bien, et d'ailleurs ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, personne ne peut venir me dire que j'ai de la chance. Personne. Parce que non, j'ai tellement bavé et tout le reste. Et mon entourage l'a vu. Donc ça veut dire que même aujourd'hui, quelqu'un qui va dire non, ça a été facile pour elle, je vais rester assise, prendre des pop-corn. Je sais que bon là, tu sais que c'est... Mon équipe va venir répondre là. Je sais, ils vont venir répondre. Je suis calée, tu vois. C'est sûr, Donc franchement, il n'y a pas de chance. Il n'y a que du travail, il y a de la volonté, il y a de la foi. Exactement. Parce que des fois, tout est fermé. Visuellement, tu vois que tout est fermé.
Et là, si tu ne te projettes pas, si tu n'as pas le mindset, les pensées qu'il faut, carrément, tu bouges pas en fait. J'adhère tellement à ce que tu dis, c'est incroyable. Moi, pareil, la foi d'abord, parce que c'est pour moi la base de tout. Et après, le reste, c'est de la volonté et tu vas aller chercher les choses. Bien sûr. Si tu fais cette combinaison, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Moi, je dis tout le temps, donne-toi les moyens. Après, tu vas échouer, certainement. Beaucoup de fois, mais ça fera partie aussi de ton destin. Et si tu as la foi, tu te diras, bon, c'est le chemin que Dieu a voulu tracer pour moi, mais c'est pas parce que je me suis pas donné les moyens. Après, versus ceux qui s'assoient à ne rien faire, et qui se disent que ouais, j'ai juste pas de chance, la vie ne me sourit pas. Non, mais gars, bouge-toi, quoi. Tu ne t'es pas donné les moyens d'atteindre tes objectifs et tu te dis juste qu'il faut de la chance, il faut que j'appelle Melba pour lui dire donne-moi un coup de pouce, il faut que je m'en sorte, la vie ne marche pas. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne, surtout encore plus les femmes, en se disant que parce que je suis une femme, je peux avoir certaines faveurs. Non, c'est la pire chose à faire. Donc, et tu sais, beaucoup de gens, quand ils m'approchent pour me dire Melba, je veux bosser avec toi, Melba, ceci, j'ai l'impression qu'ils se disent c'est facile. Oui, et quand ils rentrent là-dedans, tu es en mode mais attends, mais t'es dingue ou quoi? Non, mais quoi, totalement. Moi, les gens, ils te voient travailler, ils se disent ah ouais, non, mais ça doit être facile. Mais genre, je te donne, moi, viens, je te donne tout ce que je fais. Mais sérieux, moi, j'aime bien. Moi, j'aime quand on me dit Melba, viens, écoute, je t'invite, je veux qu'on parle. Oui, moi, vraiment, je cherche aussi et tout. Écoute, oh, j'aime ça. C'est là où je dis, oh, mais viens voir. Comment ça se passe? Non, mais c'est quand moi, j'ai eu plein de trucs comme ça. Parce que là, les gens, ils se réveillent. Ils se disent, attends. Il n'y a pas un mensonge quelque part. Là, on ne va pas me dire qu'elle fait tout ça. Pour réaliser ça. Non, mais exactement. C'est quand tu en parles, des fois, les gens sont... Non, ils ne réalisent pas la charge de travail. Par exemple, il y a un truc que j'ai fait tout dernièrement. Bon, pas tout dernièrement, il y a quelques années, quand je vivais beaucoup d'échecs et tout. Tu sais, des fois, on dit même prière que telle. Ah, ça m'énerve. On dit même prière que telle. Ah ouais, ça, copier-coller. Ils disent copier-coller, Melba. J'étais là, tranquille. Et puis, j'ai dit non, moi, je vais être comme Beyoncé. Elle a le succès, tout ça et tout. Elle a fait sortir son documentaire sur Netflix. Ah ouais, ça j'ai regardé, j'étais choquée. J'étais choquée, pareil. Moi, faut savoir que je suis une fan inconditionnelle de Beyoncé. Et pareil, quand t'es dans ton mood, t'es en mode, ah ouais, sa vie est facile quand même. Genre, elle a tout, quoi. Genre, elle a la gloire, elle est belle, c'est une bombe, c'est tout ce que tu veux. Après, tu regardes ça, tu te prends une claque, sérieux? tu te dis, mais oh, y a une rien, personne en fait. qui dort que 3 heures jour, quand elle est en pleine tournée. De toute façon, elle bouge sur les talons. À 3 h du matin, tu te réveilles, tu mets les talons, tu sautes, tu... Quoi? Mais genre, et limite quand je l'ai entendu dire qu'à un moment donné, elle faisait ses fausses couches, elle enchaînait, j'ai dit, what? Non, mais une warrior, en fait, mais tu te dis, tu veux être comme Beyoncé, est-ce que tu es prête à faire le même sacrifice? Exactement. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Chaque fois qu'il dit non, mais je dis non, écoute, moi, je te vends pas de rêve. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été honnête avec tout le monde. Quand tu viens, success story, j'ai dit, c'est pas une success story, galère story. Parce que, avant d'arriver à certains niveaux, j'ai trimé, j'ai marché de mon université à mon domicile des jours, j'ai fait des kilomètres, il neigeait sur moi, je faisais des trucs, j'ai travaillé parfois jusqu'à 3 h, 4 h du matin pour aller me réveiller, enchaîner à 8 h. Franchement, il faut le faire. Et tu sais, c'est comme ça que c'est pour ça que par exemple au travers de la Cocotte Midi, il y avait ces temps-là que je prenais les samedis, je disais écoutez, story time. Ouais. Là, je parlais de toutes mes galères et tout le reste, et tout le monde réagissait. Et les gens ont dit, mais en fait, d'habitude, on voit des personnes, des entrepreneurs, eux, ils nous disent tout va bien. Mais toi, quand on arrive chez toi, tu dis, je vous ai livré. Mais regardez ce que j'ai vécu derrière. Donc tu nous montres une certaine réalité. Non, moi je pense que quand même dans les écoles, aujourd'hui, je sais pas, parce que je disais ça toujours dans les écoles sénégalaises, les universités sénégalaises, on doit faire ce genre de discussion avec des entrepreneurs, des professionnels aguerris pour venir faire comprendre aux gens normalement. C'est pas facile, ta vie commence maintenant. Genre, et les écoles te vendent le truc, ah ouais, quand tu as ton master, tu vas aller avoir ton premier super poste, tu vas gagner 1 million de salaire et les jeunes sortent avec ce genre de message dans leur tête. Du coup, on leur propose un petit stage de 200 000 et ils disent ouais, non, je suis trop qualifié pour ça. T'as rien fait. T'as que de la théorie, des cahiers et de l'encre qui a séché dessus. En gros, t'as rien, quoi. Il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'on en parle. Merci pour la réplique. Il faut qu'on en parle, c'est vrai. Hein, on n'en parle pas assez. Les gens sortent en se disant en mode orgueilleux, là. Et pourtant, quand tu regardes le CV, il n'y a rien en termes d'expérience.
Et tu te dis, bon, écoute. Et non mais incroyable, hein. Moi je vois ça et ça j'ai découvert récemment, c'est une petite parenthèse, j'ai découvert, c'est mon coup de cœur, j'ai envie de dire, c'est un de mes collaborateurs qui n'a pas eu le parcours classique d'aller à l'université, faire des études, se lancer dans de grandes choses, mais aujourd'hui cette personne c'est l'un des plus grands professionnels que j'ai rencontré dans ma carrière. Donc franchement moi, quand cette personne m'a raconté son expérience et que je venais de le rencontrer, et quand il m'a parlé de ça, je me suis dit mais c'est une mytho. Du coup, je veux savoir. C'est du mytho, c'est pas possible. Je veux savoir. Tu vois. Non mais tu vois, techniquement, moi j'ai rencontré un de mes collaborateurs, mais c'était excellent. Tu vois, dans énormément de choses, le contact facile, quelqu'un qui arrive à débloquer des situations mais incroyables, qui arrive à te faire des masterclass, quoi, qui parle bien. Quand il parle français, tu te dis qu'il ne parle pas Wolof. Quand il parle Wolof, tu te dis qu'il ne parle pas. Quand il parle anglais, tu te dis mais ce gars, il était à Harvard. Et du coup, moi, dans ma tête, parce que j'ai pris en cours, moi, c'est quelqu'un qui a fait des études super longues, qui a eu de gros diplômes, qui est allé dans les plus grandes universités. Un jour, on s'est posé et je n'ai pas regretté, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Je lui ai dit, parle-moi de toi. Parle-moi de toi, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait. Mais c'est quelqu'un qui s'est arrêté niveau terminal, qui était autodidacte, qui a tout appris de lui-même, quoi. Et aujourd'hui, c'est une personne franchement, je te dis, j'ai 15 ans de carrière. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ont des bacs plus. Et moi, cette personne, si je devais refaire une équipe, si je devais monter aujourd'hui mon entreprise, c'est une personne que je recruterais les yeux fermés, malgré que tout ce que je te dis là. Mais c'est incroyable, quoi. Et c'est là où il faut que les gens, les jeunes surtout, comprennent que c'est pas parce que tu as diplôme que tu sors gonflé à bloc où tu te dis ouais, je peux être DG de la boîte, mais tu n'es rien. Bien sûr. Encore une fois, non, mais tu as un cahier avec de l'encre qui a séché. Pour le moment, on t'a bourré le crâne avec la théorie. Et cette personne-là, comme je dis, il a appris à l'école de la vie. C'est ces expériences que tu disais justement qui en ont fait la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc c'est incroyable, quoi, tu vois. Tu sais, quand tu cherches, tu trouves. Moi, l'expérience que j'ai eue avec la présidence, j'étais juste en première année. Ah ouais, ça, et le marketing digital, tu sais où je l'apprenais ? Sur Twitter. Ouais, c'est le... Sur Twitter. C'est là-bas où je tapais marketing digital et je voyais, il y avait tout plein d'experts qui partageaient des documents PDF, des vidéos, qui disaient, ouais, il y a une formation en ligne. Et je disais, c'est quoi ça? Et tu n'en faisais pas moins que les gens qui ont des bacs plus 50 en marketing digital. Et même quand je parlais avec des personnes qui disaient, à cette époque-là, c'était en 2014, oh oui, je suis community manager. Quand je parlais avec eux, ils avaient l'impression que j'étais en master ou je sais pas quoi. Ils pensaient même que j'avais mes diplômes. Tu sais, c'est même mon père qui m'a réveillée. Hein. Il m'a dit, hey, madame, c'est bien ce que tu fais là, mais tu sais que tu n'as pas de diplôme. Retourne à l'école. Je te promets, pourtant j'avais déjà un bon salaire, mon appart et tout. Il m'a dit, hey, va à Dakar. Va chercher. Va chercher, ouais. Je te promets. Non, mais c'est une réalité. Et ce que tu dis est vraiment vrai. Moi, je prie et je milite pour qu'aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on a comme contenu sur le web, et qui est gratuit, tu peux apprendre n'importe quelle profession. D'ailleurs, bonne transition. Quand tu parles de l'IA aujourd'hui, toi, ta position, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que ça a eu un impact positif, négatif dans ton métier? Est-ce que tu as peur? Parce que je parle à beaucoup de gens avec l'avènement de l'IA, comment les choses se développent, ils ont peur de perdre leur métier. Est-ce que toi, dans ton métier, tu te sens en danger en te disant que quand l'IA saura faire ce que moi je fais, ben, j'aurai plus de raison d'exister, ou au contraire, tu te dis no way, quoi, ça va être une belle collaboration, quoi. En fait, moi, c'est assez drôle parce qu'on parle de l'IA, mais la vérité, c'est que ce n'est que l'an dernier que j'ai réalisé que moi, je créais des IA, mais je n'utilisais pas forcément des IA. Et c'est lors d'une présentation avec le FOF, donc c'est la communauté Figma de Dakar. Donc on était là dans la présentation et à la fin, c'était une présentation sur l'IA, hein, de l'IA et tout. Et à la fin, on a dit oui, vous pensez quoi de l'IA et tout. Et là, j'étais genre, je pense quoi de l'IA, genre qu'on l'utilise. Ouais. J'étais pas habituée à utiliser une IA. J'étais plutôt à réfléchir. Je suis toujours dans la réflexion de comment améliorer une IA, comment ceci. C'est ça mon job en fait. Donc avec Awa, de toute façon, je l'ai très bien expérimenté aussi. Et donc tu vois, mais il y a un truc, c'est que par exemple avec mon profil,
où je conçois des IA et tout le reste, il y a un truc qui se passe, c'est que ça dépend du concepteur. Ouais. Mais la vision que moi j'ai d'une IA, c'est qu'elle doit impacter, elle doit aider. Par exemple, quand tu dis que tu prends une IA comme Awa, qui doit être dans l'inclusion numérique, donc faire en sorte que ceux qui sont dans les villages, qui n'ont pas de téléphone, etc., qui ne savent pas utiliser des smartphones et autres, puissent quand même avoir un certain niveau d'information. Donc tu utilises une IA pour dire, ok, un être humain, ok, ça peut le faire, mais un être humain ne va pas répondre aussi facilement à 1000 personnes ou 10 millions de personnes. Donc voilà, tu te dis, ok, une IA peut répondre, peut résoudre ce problème-là. Donc une question que nous, on peut se poser présentement, une autre personne dans un village peut se poser la même question et avoir accès à la même information au même moment. Est-ce que tu vois? C'est vraiment ça qui est super. Or que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit qu'avec la dynamique africaine qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, une information sort, donc c'est ceux qui ont la télé, l'Internet, qui vont capter ça rapidement. Et ceux qui n'ont pas la télé, nos parents qui sont dans les champs, etc., ils vont rentrer, ils peuvent passer 3 jours, voire une semaine, sans savoir. Et c'est là, maintenant, c'est du bouche à oreille. On va dire, mais maman, tu sais pas? Mais comment ça? Non, mais tu ne sais pas, c'est passé et tout. Voilà, c'est ce qui se passe. Ah bon, ok. Est-ce que tu vois? Donc, l'IA peut être utilisée vraiment en termes d'utilité. Oui. Ça peut réellement aider et impacter. Mais malheureusement, on n'est pas épargné de certains dangers. Par exemple, si tu vois ce qui se passe aux États-Unis, il y a eu un scandale avec ChatGPT. Où il y a un homme qui a pris une API de chat et tout, et qui a pu carrément automatiser une arme. Donc il s'est filmé tranquillement et il avait son arme là à côté de lui et il disait « Hey gars, on est attaqué sur la droite, allez tire à droite » et l'arme tournait authentique. Il s'est filmé, il a vu et là tout de suite ChatGPT a fait une annonce et tout, le gars et l'entreprise a porté plainte. Donc OpenAI a porté plainte contre le gars et tout. Et OpenAI, bien sûr, s'est désengagé. Non, c'est pas pour ça qu'on a créé notre API, etc. Tu vois, donc en fait, on n'est pas épargné. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir. Il faut choisir. Oui, la côté législation, de 1. Et de 2, il faut vraiment que ce soit accru. C'est vraiment le côté légal, la loi qui doit vraiment impacter pour structurer. C'est très, très important ce que tu dis. Et je pense que, moi, je pense pareil. Je me dis que moi, dans mon métier, par exemple, qui est dans le relationnel, dans tout ce qui est Customer Experience Service, au contraire, moi, je sais que l'IA ne remplacera jamais ce que mes équipes font. Parce que l'IA ne peut pas aller aussi profond que cette relation humaine que je suis en train de tisser avec que ce soit mes équipes, mes clients, etc. Ça ne pourra pas se faire. Après, moi, ce que j'aime dans ce développement du numérique, c'est qu'aujourd'hui, en termes de coûts, en termes de charge de travail, en termes même de mindset que tu es en train d'inculquer à tes équipes, c'est un game changer. Parce qu'aujourd'hui, là où tu devais, comme tu as dit, tous les messages, par exemple, que les clients se posent. Genre, on a une centaine de clients qui vont venir poser la même question tous les jours. Même pour la personne qui va le faire tous les jours, répondre aux mêmes questions, pour lui, il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors que pour l'IA peut le faire sans que cette personne va avoir du temps pour faire des choses beaucoup plus valorisantes. Et que derrière, en termes de coûts, je ne vais pas me retrouver si mon portefeuille client il est multiplié par 5, que je ne vais pas me retrouver à recruter 5 fois plus de personnes. Donc, comme tu as dit, moi, je pense que c'est l'utilité. On la voit en fonction du mindset dans lequel on est, en se disant je l'utilise pourquoi, à quelle fin. Est-ce que je fais juste pour faire des caricatures en quelque sorte, ou je le fais pour changer mon quotidien et changer le quotidien de mes équipes. Donc ça, c'est extrêmement important. Bien sûr. Donc et toi, genre, je sais qu'on est le 6 mars aujourd'hui. Il y a la merveilleuse date du 8 mars qui arrive et qui est vraiment sujet beaucoup de controverses entre les gens qui se disent que mais oui, c'est pas la fête de la femme, il faut pas qu'on se mette juste toi le 8 mars. Qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, tu sais, il y a quelques années, quand on disait le 8 mars, je comprenais vraiment pas l'engouement autour du 8 mars. Je disais, mais ça sert à quoi exactement? Et c'est vrai qu'en creusant, quand tu vois que ça met en avant les droits des femmes, et en réalisant en fait tout le parcours que j'ai eu, je réalise qu'en fait, oui, effectivement, c'est bien que les femmes s'unissent pour dire, OK, on va faire valoir nos droits et on revoit encore où nous en sommes. Parce que j'aime bien cette journée parce que là, c'est des femmes qui viennent partager leur expérience, etc. et qui veulent dire, OK, il faut que ça change, ça change. C'est une autre journée, on parle, on s'affirme. Oui, là c'est pour nous, tu vois. Mais j'aime beaucoup parce que il y a des réalités qu'il faut prendre en compte.
qu'on néglige et qu'on veut banaliser des fois parce qu'on se dit c'est normal. Mais c'est pas normal. Par exemple, tout ce qu'on a eu à dire tout à l'heure et tout, si on analyse bien certains moments, etc., c'est pas normal que nous soyons placés ici et que l'homme soit toujours là. Ouais. Moi, je reconnais l'autorité de l'homme. Son autorité spirituelle, je suis pas féministe, moi. Physique, etc. Je sais quels sont mes devoirs envers un homme, par exemple, tu vois. Mais je veux aussi qu'on reconnaisse mes droits. Je ne veux pas avoir forcément à combattre sur une table où je suis en train de négocier un contrat. Je ne veux pas me dire qu'il faut que je crie plus, que je parle plus, parce que je suis une femme. Ouais. Or qu'entre hommes, ils vont juste dire « Ah, bon, ouais, c'est bon. Tu parlais de ça? Oui, c'est bon, ok. Ouais. » Mais moi, on va avoir l'impression que c'est comme si on ne me comprenait pas toujours et je dois beaucoup m'expliquer, m'exprimer. Et le problème, c'est que quand tu commences à beaucoup t'expliquer pour dire « Non, en fait, ce que je dis, on te dit tu parles trop. » Parce que tu es une femme. Tu vois un peu? C'est différent, en fait. Donc, on a vraiment, c'est normal qu'il y ait cette journée. C'est très important. Okay. Avant, je ne comprenais pas parce qu'aujourd'hui, il y a même des pagnes qu'on fait. Oh, ah non, par contre, je t'arrête là. Par contre, il faut qu'on se comprenne. Ce que tu dis, ça doit être le sens du 8 mars. Mais pardon, il faut que nos sœurs arrêtent une chose. Aller faire le pagne, on a toutes le même pagne. On est en train de battre le tam-tam, de fêter, de mettre la musique. On demande des cadeaux. Non, par contre, ça, j'y arrive pas. Les femmes qui disent c'est le 8 mars, donnez-nous des cadeaux, mais c'est pas la fête de la femme. Tu n'as pas encore vu comment ça se célèbre dans certains pays. Ah non, mais au Sénégal, je sais pas pour toi, mais je sais pas, tu vis ici, tu vois, tout le monde a le même pagne, folklore, tapé, on demande des cadeaux, mais gars. Dans d'autres pays, c'est exagéré. C'est-à-dire que droit là, de toute façon, elles ont pris droit là. Ouais, mais non, mais justement, c'est les droits. Moi, je pense qu'on passe à côté du 8 mars parce que tout simplement, les gens se disent, ah, c'est la fête de la femme. Ce n'est pas la fête de la femme, c'est la journée des droits. Posons-nous et réfléchissons autour de ces choses essentielles. Comment améliorer notre quotidien, notre environnement. Exactement. Comment pourquoi dans les entreprises, comme dans toutes les entreprises, il n'y a pas de salle d'allaitement, par exemple. Ça, c'est des sujets dont les femmes doivent prendre cette opportunité pour se dire il faut qu'on exige certaines choses. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on se fasse respecter sans pour autant hausser le ton, sans pour autant se dire au-delà de ça, arrêtons de penser que c'est une fête, arrêtons de vouloir célébrer ce truc, de s'offrir, de demander un cadeau au chéri, au truc, de dire donne-moi mon cadeau, c'est le 8 mars. Et il y en a même des couples qui foirent parce que le 8 mars, le gars n'a pas donné de cadeau. Arrêtons. Non, mais c'est exagéré. C'est pas l'essentiel. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme tu le dis, c'est pour les droits. Ouais. Et on doit s'asseoir et vraiment se remettre en cause nous-mêmes. Ouais. Déjà, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on doit améliorer, mais qu'est-ce que nous méritons aussi. On veut ce que nous méritons et on ne veut plus avoir à trop parler pour ceux qu'on mérite. Et surtout qu'il faut qu'on se donne les moyens d'avoir ce qu'on mérite. Je suis important. Franchement, là, c'est trop. Tu lis un peu trop dans mes pensées, tu es un peu trop moi là. Ouais. Non, bon, mais là. Écoute, tout le long, genre, j'ai eu mon sosie. En tout cas, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Franchement. Bon, j'espère qu'on aura su impacter beaucoup de femmes. C'est important parce qu'on est dans le mois de la femme de manière générale. L'idée, c'est qu'elle tire énormément de leçons de tout ce qu'on s'est dit parce qu'on s'est dit énormément de choses qui sont impactantes aujourd'hui. Moi, coup de cœur, mais vraiment coup de cœur, j'ai l'impression d'avoir une jumelle gabonaise quelque part. Donc, ouais, ça fait peur. En tout cas, c'était un plaisir. Merci pour cet échange. On pourrait le faire pendant 5 heures. Bien sûr, j'ai même pas vu le temps passer. Ouais, voilà, et franchement, c'était agréable. C'était franchement agréable. Je m'y attendais pas du tout. C'est vrai? Oui, et j'ai appris beaucoup. Et sincèrement, ça fait du bien de découvrir. Tu sais, à un moment, pendant que tu parlais, tu disais, ah ok, elle, c'est moi, mais en une autre version. Ouais. Ok, d'accord. Je comprends, je vois. J'analyse l'équilibre et c'est la première fois que je vis ce type d'expérience. Ah, mais ça fait plaisir. Et franchement, merci. Franchement, merci infiniment.